bonjour à tous. Merci à tous d'être là cet après-midi pour notre masterclass sur le phytomanagement, une seconde vie pour les sites et sols pollués, qui sera animée par Anissa Lounès, à qui je laisse la parole. Merci Sandrine. Merci pour cette invitation. Et je vais commencer par me présenter un petit peu. Je suis professeure à l'Université du Littoral Côte d'Opale. Donc je fais à la fois de l'enseignement et de la recherche. Et je mène mes travaux de recherche dans l'unité de chimie environnementale et interaction sur le vivant. Et donc mon équipe de recherche travaille notamment sur le phytomanagement des sols pollués depuis à peu près une vingtaine d'années. Et là aujourd'hui, je vais vous parler du phytomanagement, de cette thématique, mais aussi comment le phytomanagement pourrait constituer en fait ou contribuer à redonner une seconde vie aux sites et sols pollués qui sont souvent, trop souvent délaissés. Donc mon intervention va se structurer en 3 temps. Tout d'abord, je vais vous donner quelques chiffres sur la pollution des sols. Ensuite, rappeler quelques notions de base sur la phytoremédiation. Et dans un 3e temps, je vais vous donner un exemple concret de projet de phytomanagement que nous avons mené ces dernières années au sein du laboratoire. Alors, au niveau de la pollution, de la problématique de la pollution des sols, on sait que ça pose un gros problème parce qu'il y a à l'échelle mondiale environ 10 millions de sites et sols pollués, ce qui représente à peu près 20 millions d'hectares, ce qui est énorme. À l'échelle européenne, on a quelques millions de sites et sols pollués. À l'échelle nationale, on peut dénombrer 7200 sites et sols pollués et malheureusement, 14% de ces sites sont recensés dans les Hauts-de-France. Donc c'est la région à laquelle mon université et mon laboratoire sont rattachés, d'où l'intérêt qu'on porte à cette problématique de façon particulière. Ce qu'il faut savoir également, c'est que dans les sols pollués, on va trouver différents types de polluants, principalement d'origine anthropique. Les éléments traces métalliques communément appelés les métaux lourds sont retrouvés dans 35% des cas, les hydrocarbures dans 24% des cas, les composés organiques volatiles dans 10% des cas, les hydrocarbures, les cyanures, les hydrocarbures aromatiques polycycliques et bien d'autres. Et il faut garder en tête le fait qu'un sol pollué n'est jamais pollué par un seul type de polluant, mais généralement on trouve un mélange de polluants, ce qui rend la situation plus complexe en termes de traitement, mais aussi en termes de toxicité. Et malheureusement, les sols pollués présentent des risques sanitaires et environnementaux avérés. On peut y être exposé à ces sols pollués de différentes manières, soit par voie directe, ça concerne plutôt les enfants qui ont tendance à jouer avec le sol dans les jardins et les ingérer du sol de temps en temps. Ça concerne les agriculteurs qui manipulent le sol. Et surtout, on est confronté à la pollution des sols, on est exposé par voie indirecte via les envols de poussière, les eaux de surface, les eaux profondes, et surtout via le transfert dans les aliments. Donc si on consomme par exemple de la viande qui provient d'un animal qui a pâturé sur un sol pollué, ben forcément la viande sera contaminée. Si on consomme des fruits et légumes qui ont été cultivés sur un sol pollué, il y a des chances que ces fruits et légumes soient contaminés et que la contamination soit transférée à la chaîne alimentaire. Donc vous voyez bien que la problématique des sites et sols pollués pose un véritable problème de santé publique et environnementale. Et donc il est urgent, il devient urgentissime de trouver des solutions pour traiter cette pollution ou de façon plus exacte gérer cette pollution.
Alors un petit mot sur la politique nationale de gestion des sites et sols pollués, pour ceux qui ne le savent pas. En fait, en France, aujourd'hui, la politique de gestion elle s'appuie sur la politique de gestion des risques suivant l'usage des milieux. Autrement dit, cette politique engage à définir les modalités de suppression des pollutions au cas par cas, compte tenu des techniques disponibles et leurs coûts économiques. Le maintien de pollution résiduelle sur un site peut donc se retrouver et elle est liée à sa compatibilité avec l'usage retenu et, si nécessaire, assortie des conditions de maîtrise et leur impact sanitaire et environnemental. Donc ça, c'est vraiment ce qui est utilisé actuellement ou appliqué actuellement en France. Alors, la question, c'est quelles sont les méthodes dont on dispose actuellement pour traiter cette pollution des sols? Eh bien, il faut savoir qu'au jour d'aujourd'hui, les méthodes les plus utilisées sont tout simplement de l'excavation suivie d'un traitement physico-chimique. Alors, ces méthodes sont efficaces, elles sont rapides, mais elles présentent un certain nombre d'inconvénients. Elles sont énergivores et de ce fait coûteuses. Et surtout, ce qui est très embêtant également, c'est qu'elles sont néfastes pour toute forme de vie dans le sol. Autrement dit, à la fin de ces méthodes, on récupère non pas un sol, mais un matériau inerte. Et le problème est à ce niveau-là. Et donc, c'est pour ça que, en fait, chercher des méthodes qui peuvent donc contribuer à la remédiation de ces sols pollués tout en préservant la biodiversité contenue dans les sols et les fonctions qui en découlent, eh bien, il est très important donc, de trouver d'autres méthodes. Et parmi ces méthodes, on peut proposer des méthodes biologiques. Dans les méthodes biologiques, on peut distinguer deux grandes catégories, on va dire, la bioremédiation et la phytoremédiation. Et aujourd'hui, je vais vous parler plutôt de la phytoremédiation. Alors, la phytoremédiation, donc deuxième partie de mon intervention, c'est quoi au juste? Eh bien, la phytoremédiation est une méthode de remédiation douce des sols pollués qui a commencé à voir le jour en France dans les années 90 à peu près. Et elle est basée sur l'utilisation de la capacité naturelle des plantes, mais pas que, et également sur le microbiote de ces plantes, c'est-à-dire tous les micro-organismes qui sont associés à la rhizosphère des plantes, et ce pour éliminer les polluants. Et on peut distinguer en gros trois principaux modes d'action en fonction de l'espèce végétale considérée, mais aussi en fonction de la nature de la pollution. Alors, je vais vous décrire très brièvement les trois modes d'action de ces plantes. On a tout d'abord ce qu'on appelle la phytostabilisation. Alors là, la plante, elle va immobiliser les polluants dans le sol et dans la partie racinaire. Et donc, ce qui va réduire les envols de poussière, le lessivage et bien sûr l'absorption des polluants par les plantes. Et donc, la biomasse aérienne de la plante sera peu ou pas du tout polluée. Le deuxième mode d'action des plantes, c'est la phytoextraction. Là, la plante, en fait, elle aura tendance à accumuler les polluants et donc elle va absorber les polluants à travers ses racines et elle accumule les polluants dans les parties aériennes. Donc c'est tout le contraire de la phytostabilisation et on obtient dans ce cas une biomasse qui est dite enrichie en polluants. On reviendra sur le devenir de ces biomasses en fonction de leur degré de contamination par la suite. Et on a également ce qu'on appelle la phytodégradation. Là, la plante, elle va dégrader carrément les polluants et elle a deux modes d'action pour la dégradation. Soit c'est une voie directe, c'est-à-dire que c'est la plante elle-même qui va sécréter des enzymes qui ont la capacité de dégrader ces polluants. Ou alors, la plante, elle va en fait sécréter des exsudats racinaires qui sont des molécules carbonées qui vont en fait être utilisées par les micro-organismes du sol, à savoir les bactéries, les champignons qui sont dans le sol. Donc la plante, grâce ou via ces exsudats racinaires, va stimuler l'activité microbienne du sol et ce sont ces micro-organismes-là qui vont prendre en charge donc, les polluants.
ce qu'il faut savoir, c'est que les deux premiers modes d'action, à savoir la phytostabilisation et la phytoextraction, s'adressent plutôt à des polluants inorganiques, exemple les éléments traces métalliques, communément appelés les métaux lourds. Alors vous avez le cadmium, le zinc, donc le nickel, l'arsenic, ainsi de suite, le plomb. Et la phytodégradation, elle va s'adresser plutôt à des polluants organiques, donc type alcane, hydrocarbures, hydrocarbures aromatiques polycycliques, hydrocarbures chlorés, ainsi de suite. Alors maintenant, sûrement que tout le monde se demande, mais quelles sont ces espèces végétales qui ont ces capacités phytoremédiatrices? Eh bien, il y en a énormément. Là, j'ai essayé de vous donner les plus utilisées, les plus connues. On a quelques herbacées, telles que le régras, la luzerne, le trèfle. Donc, c'est des plantes que vous connaissez tous. On a l'arabette de Haller, Nochea brassica et Alyssum, qui sont plutôt des hyperaccumulatrices, qui accumulent beaucoup les métaux. On a quelques graminées, telles que le blé, le maïs et le miscanthus. Le miscanthus, vous le connaissez probablement, c'est ce qui est connu sous le nom d'herbe à éléphant. C'est-à-dire que ce sont de grands roseaux, ça fait beaucoup de biomasse. Et on a quelques arbres, tels que le peuplier et le saule. Bien sûr, ce n'est pas exhaustif, mais c'est les espèces végétales les plus utilisées. Donc à partir de là, on voit bien que la phytoremédiation, elle a quand même un certain nombre d'avantages. Elle est écologique, elle est économique, elle est applicable sur de grandes surfaces. Elle est bien acceptée par l'opinion publique parce que ça ne gêne personne de voir en fait des plantes pousser sur un terrain, c'est naturel. Elle représente une bonne intégration paysagère. Et elle est facile à mettre en œuvre puisqu'elle ne demande pas une expertise extraordinaire. C'est les pratiques culturelles qu'on connaît tous. À ce stade, vous allez me dire, ben oui, avec tous ces avantages, quelle est la place de la phytoremédiation sur le marché de la phytoremédiation en France, par exemple? Malheureusement, quand on voit ça, on est un petit peu déçu, mais en fait, la phytoremédiation n'est qu'à ses balbutiements en France. Elle est qu'à ses débuts et il n'y a que 3% des opérations de gestion des sites et sols pollués qui font appel à la phytoremédiation. Vous allez me dire, mais pourquoi donc? Avec tous ces avantages, eh bien, je suis allée fouiner un petit peu pour voir quelle est la situation dans les autres pays, notamment en Europe, puisque c'est les pays les plus proches de la France. Vous pouvez voir que la situation est pratiquement similaire qu'en France. Donc, vous pouvez constater que c'est les histogrammes verts qui constituent donc les traitements biologiques. Et dans le traitement biologique, je le répète, il y a à la fois la bioremédiation et la phytoremédiation. Et la phytoremédiation représente encore un pourcentage plus faible. C'est pour ça que je parlais que de 3% parmi les 10% que vous voyez là. Et c'est pratiquement la même chose partout dans les pays européens. On est tous à peu près au même niveau. Pourquoi? La question, c'est pourquoi donc la phytoremédiation ne décolle pas? Eh bien, il y a un certain nombre de facteurs qui freinent le développement de la phytoremédiation et notamment sa lenteur. Ça prend énormément de temps pour dépolluer des sols en utilisant des plantes. C'est du vivant, il y a un cycle de végétation, voilà. En plus, l'efficacité est limitée et elle est aléatoire. Elle dépend des paramètres physico-chimiques, des paramètres pédoclimatiques. Donc on ne maîtrise pas tout, on ne maîtrise pas tout. Et il y a surtout un manque de retour d'expérience et de recul sur des essais grandeur nature, c'est-à-dire des expérimentations sur le terrain. C'est ce qu'on appelle, nous, des démonstrateurs. Il y a également beaucoup de manque d'expérience sur les bénéfices écologiques et socio-économiques de ce type donc, de phytotechnologie dans le domaine des sols pollués. Donc la question qu'on se pose à ce niveau, c'est est-ce que la phytoremédiation a de l'avenir avec tous ces inconvénients? Eh bien, oui, la phytoremédiation peut avoir de l'avenir
parce qu'il y a beaucoup de travaux de recherche, beaucoup de laboratoires de recherche qui sont en train de développer de nouvelles méthodes. On pratique surtout ce qu'on appelle de la phytoremédiation assistée ou aidée. Comment? En fait, ça consiste à rajouter des amendements, soit minéraux, soit organiques, soit biologiques, à base de micro-organismes bénéfiques, pour booster l'efficacité des plantes et donc augmenter les rendements, diminuer le temps. Et surtout, cette phytoremédiation assistée doit absolument être combinée à une utilisation durable et rentable des sols grâce au développement de filières de valorisation de la biomasse végétale produite. Je pense que c'est là, en fait, le verrou qu'il faut lever. C'est ça qui va faire que ça va devenir réaliste. En fait, il faut faire ce qu'on appelle du phytomanagement. Pendant qu'on attend que la dépollution se fait, certes, elle va prendre du temps, il faut essayer finalement d'exploiter ces sols pollués avec la pollution et donc valoriser la biomasse qui est produite sur ces sols pollués. Il s'agit en fait d'une approche intégrée de gestion des sites et sols pollués qui vise non seulement à atténuer le risque que ces sols pollués présentent, mais surtout qui va prendre en considération les bénéfices écologiques et socio-économiques que ces sols pollués peuvent offrir tout en étant pollués. Et pour cela, il faut sélectionner un couvert végétal multifonctionnel avec de multiples objectifs, c'est-à-dire un couvert végétal qui sera capable non seulement d'agir sur la pollution, mais aussi de refonctionnaliser le sol et de le réhabiliter d'un point de vue donc, écologique, et surtout un couvert végétal capable de produire assez de biomasse valorisable dans divers secteurs d'activité. Donc ce que je peux dire, c'est que ces dernières années, il y a eu pratiquement un changement de paradigme dans ce domaine, c'est-à-dire qu'à un certain moment, on pensait qu'il fallait absolument atteindre la remédiation des sols, c'est-à-dire éliminer les polluants. On a compris que éliminer les polluants, on n'y arrivera pas, mais en tout cas surtout pas dans un temps raisonnable. Donc il faut absolument changer la façon de voir les sols pollués et se fixer d'autres objectifs qui sont surtout la valorisation écologique et économique en fait de ces sols pollués, notamment en valorisant la biomasse. Alors, vous allez me dire, mais qu'en est-il donc de la phytoremédiation, cette fois-ci du phytomanagement en France? Eh bien, le phytomanagement actuellement est donc au stade expérimental de démonstration. Il y a énormément d'équipes de recherche en France, en Europe, mais de par le monde en fait, qui travaillent sur cette thématique. En France, on a par exemple le réseau Saphir, c'est le réseau des sites ateliers français pour l'innovation et la recherche. Pour l'instant, ce réseau ne compte que 7 sites pollués. Bien sûr, il y en a beaucoup plus en France. Et ces sites accueillent des projets et des programmes de recherche sur le phytomanagement en faisant en fait des expérimentations grandeur nature directement sur le terrain. Et justement, notre laboratoire accède dans le cadre du réseau Saphir à plusieurs sites où l'on a mis en application donc, le phytomanagement grâce à des projets, plusieurs projets. Et aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de 2 projets, notamment donc, qui s'appellent Phytéo et Déphitop, pour vous donner une petite idée de ce qui se fait au stade recherche. Alors, ces 2 projets, ou ce projet de recherche en fait sur le phytomanagement, sont menés sur un site emblématique des Hauts-de-France. Je ne sais pas si vous le connaissez, mais il s'agit du site de Métal Europe. Alors, il n'est pas connu pour de bonnes raisons. Malheureusement, il a mauvaise réputation. Ça correspond à un site de l'ancienne usine de fonderie de plomb Métal Europe Nord, qui est située dans l'ex-bassin minier. Et donc, cette usine est fermée depuis 2003, mais elle ne cesse pas de défrayer la chronique, notamment pour 2 raisons.
parce que plusieurs centaines de salariés se sont retrouvés sans emploi après sa fermeture, mais surtout à cause de la situation sanitaire, donc des terres environnantes, qui est préoccupante, qui a été dénoncée par les habitants. Je m'explique. Eh bien, en fait, cette usine, pendant son activité, elle rejetait des rejets atmosphériques qui étaient pollués en plomb, en zinc et en cadmium. Ces polluants ont fini par se déposer, et ce qui a provoqué en fait la pollution de plus de 700 hectares de terres agricoles, ce qui est énorme. Ça correspond à une trentaine d'exploitations agricoles, une dizaine de communes du Nord et du Pas-de-Calais, et ça touche en fait 60 000 habitants. Alors, on est resté pendant longtemps à pleurer en disant « Oh là là, qu'est-ce qui nous arrive? C'est un héritage affreux, comment on va faire avec ces sols pollués ?» Mais il a fallu réagir, et il y a eu en fait un plan d'action qui a été mis en place pour remédier à cette situation. C'est le projet de territoire pour le renouveau du bassin minier. Et ce plan d'action, j'aime bien son ambition, c'est regarder les contraintes comme des opportunités de développement et d'innovation. Dorénavant, il faut en fait prendre ces sols pollués comme une opportunité plutôt qu'un fardeau. Et ce plan d'action, en fait, comportait plusieurs volets, dont deux qui nous intéressent dans le cadre de cette thématique. D'abord, un encadrement sanitaire des productions agricoles a été donc élaboré suite à une délimitation de 3 zones au niveau de ces 700 hectares. En fonction du degré de pollution des terres, 3 zones ont été délimitées. La zone rouge, avec des concentrations stratosphériques en métaux, où toute production donc, végétale est strictement interdite, et les zones bleues et vertes, où la production, donc la mise sur le marché des productions végétales ou agricoles sont en fait sont conditionnées par une conformité des résultats, tout simplement. Si c'est conforme aux normes, eh bien, c'est mis sur le marché. Sinon, c'est donc soit déclassé, soit détruit. Et parmi donc, les autres volets du plan d'action, il y a eu donc la reconversion des sols agricoles pollués, c'est-à-dire essayer de trouver des filières de reconversion de ces sols pollués via le développement de filières de valorisation non alimentaire de la biomasse produite sur ces sols. Et plusieurs équipes de recherche, mais aussi des agriculteurs, se sont mis ensemble pour développer ce type de projet. Donc je vais vous les citer rapidement, ensuite je vais arriver au projet qu'on a porté. Il y a le projet de méthanisation qui est en développement. C'est les agriculteurs, une association d'agriculteurs qui a porté le projet, où ils cultivent des plantes pour alimenter une chaudière, pour un méthaniseur, pour produire de l'énergie. Ensuite, il y a eu la filière miscanthus qui est en développement, où l'on cultive du miscanthus, on récupère la biomasse pour produire du bois énergie, du paillage et des écomatériaux. Il y a eu la filière chanvre industrielle qui est au stade expérimental, où l'on récupère des fibres de chanvre pour produire des écomatériaux, par exemple des bétons de fibres de chanvre, des panneaux isolants, mais aussi du papier. Il y a eu la filière sorgho qui est utilisée pour la production de biocarburants, et il y a eu la filière plantes aromatiques pour produire des huiles essentielles à propriété biopesticides. Et c'est ce projet dont je vais vous parler parce qu'il a été porté par l'Université du Littoral Côte d'Opale et notamment le laboratoire dont je suis issue. Alors pourquoi avoir pensé à cultiver des plantes aromatiques pour produire des huiles essentielles sur des sols pollués? Parce que tout simplement, on a fait une petite étude de marché et il s'est avéré que la demande mondiale d'huiles essentielles est en forte augmentation, et donc ça valait le coup d'aller peut-être sur cette piste-là. Alors, l'objectif de ces projets qu'on a appelés FITEO et DEFITOP, qui ont été financés majoritairement par l'ADEME, c'était d'étudier la faisabilité technique et socio-économique d'une nouvelle filière de phytomanagement, donc en cultivant des plantes aromatiques, et notamment la coriandre, la sauge et l'angélique. Alors ces projets, c'est pour vous montrer un petit peu comment on monte des projets de phytomanagement. En fait, s'appuie sur un partenariat académique,
transdisciplinaire, institutionnel et privé. Je m'explique. Il y a eu beaucoup et plusieurs équipes en fait de recherche de différentes universités et les chercheurs provenaient de différentes disciplines. Il y a des scientifiques, mais aussi des sociologues, des économistes. Il y a eu l'INERIS. On avait aussi un partenaire privé qui est un producteur d'huile essentielle, qui a l'habitude de produire ces huiles essentielles dans la région sur des sols sains, mais qui a voulu voir ce que ça donnait sur des sols pollués. Il y a eu également la DRAF, la Chambre d'agriculture, et bien sûr l'Association des agriculteurs qui sont touchés directement par cette problématique des sols agricoles pollués. Ces projets ont été menés dans le cadre de la préparation de 2 thèses de doctorat qui ont été soutenues là, en 2020 et 2024. Et ce sont des projets qui se sont basés sur un démonstrateur grandeur nature, c'est-à-dire un dispositif expérimental sur le terrain, constitué de 2 parcelles de 2 hectares. On a eu la chance d'avoir une parcelle témoin non polluée dans la région et bien sûr une parcelle polluée donc à Évin-Malmaison sur le site de Métal Europe dont je vous ai parlé. Alors, je reviens sur les concentrations de métaux qu'il y avait dans ces sols. Eh bien, on avait du plomb, du zinc et du cadmium avec des concentrations dépassant les 7, 6 et 17 fois les fonds géochimiques, ce qui est énorme. Le choix des 3 espèces donc, végétales ou plantes aromatiques a été basé sur l'adaptation de ces espèces aux conditions pédoclimatiques de notre région, la disponibilité et le coût des semences, parce que c'est hyper important, l'intérêt commercial de l'huile essentielle qui en est issue, elle a intéressé le producteur d'huile essentielle, le potentiel de phytoremédiation de ces espèces végétales n'était pas connu au début du projet, puisque personne n'avait travaillé sur ces espèces végétales. Et enfin, on a choisi 3 espèces végétales avec des cycles de végétation complémentaires et différents. L'angélique, la sauge et la coriandre. L'angélique est pérenne et en fait, on récupérait les graines en 2e année. La sauge est bisannuelle et on récupérait les inflorescences. On pouvait le récupérer à partir de la 1re année, mais c'est à la 2e année qu'on avait le rendement optimum. Et la coriandre, où l'on récupérait dans la même année du semis à la fois les parties aériennes, et on pouvait en fait ressemer et récupérer les graines. Donc, ce qui nous permettait de tester pas mal de possibilités. 2 modalités de culture ont été expérimentées. On a donc utilisé les 3 espèces végétales sur le sol pollué directement, sans ajouter quoi que ce soit. Et on a testé aussi ce dont je vous parlais tout à l'heure, c'est-à-dire la phytostabilisation assistée par des amendements biologiques à base de micro-organismes bénéfiques. Et nous, on a choisi les champignons mycorhiziens à arbuscules. Pourquoi ? Parce que ce sont des champignons symbiotiques qui vivent avec les racines de la majorité des plantes que vous connaissez et qui apportent en fait des bénéfices, de nombreux bénéfices. Ils permettent, en exploitant un volume de sol beaucoup plus large, d'augmenter la nutrition hydrique et minérale de la plante hôte et par conséquent de produire plus de biomasse, de la rendre plus tolérante à la pollution. Et il a été également décrit dans la littérature que ces champignons participaient à la phytostabilisation des polluants inorganiques tels que les métaux. Donc on s'est dit, on teste pour voir ce que ça donne. On arrive maintenant à la partie résultat. Donc la première question à laquelle on devait répondre, c'était est-ce que les plantes aromatiques sont capables de se développer sur des sols aussi fortement pollués par les éléments traces métalliques? Parce que ça n'a pas été testé auparavant. Est-ce qu'elles sont tolérantes à la pollution? Eh bien, les photos parlent d'elles-mêmes. Je ne vais pas commenter les graphes en détail, sauf si quelqu'un est intéressé, on reviendra là-dessus. Mais en tout cas, on était agréablement surpris. C'est-à-dire que là, vous voyez un champ de sauge et un champ de coriandre. J'ai les mêmes photos pour l'angélique. Eh bien, ça a poussé sans aucun problème. Et la densité de levée a été énorme. Donc en fait, la pollution par les métaux lourds n'a pas eu d'impact sur la croissance de ces plantes aromatiques. Donc là, c'était une première bonne nouvelle pour nous. Ensuite, nous avons donc récupéré la biomasse
et calculer les rendements, donc distiller l'huile essentielle. C'est notre partenaire privé qui a fait la distillation, puisque c'est des quantités assez importantes qu'on a récupérées. Et comme vous pouvez le voir sur ces tableaux où j'ai mis quelques chiffres, on a comparé les rendements en huile essentielle obtenus à partir de la biomasse produite sur sol pollué et non pollué. Et comme vous pouvez le constater, les rendements sont sensiblement similaires. Donc, là non plus, la pollution n'a pas eu d'impact sur les rendements en huile essentielle, quelle que soit la plante aromatique dont il est question, qu'on a testée. L'autre question cruciale qui se posait, à votre avis, c'est laquelle? Est-ce que les huiles essentielles qu'on produit à partir d'une biomasse cultivées sur sol pollué sont polluées. Parce que là, si elles sont polluées, ça pose un gros problème. Donc, nous sommes allés vérifier l'information et dans ce tableau, vous voyez justement les analyses. Nous avons analysé le cadmium, le plomb et le zinc, puisque ce sont les contaminants majoritaires qu'il y avait dans le sol. Et on a comparé donc les huiles essentielles issues de plantes cultivées sur un sol non pollué de la région, des huiles essentielles issues de notre parcelle polluée et bien sûr des huiles essentielles qui sont sur le marché, des huiles essentielles commerciales que vous utilisez tous, donc de coriandre, de sauge et d'angélique. Je vais commenter juste les trois premières colonnes. Eh bien, si on compare la première colonne et la deuxième, donc non polluée et polluée, vous pouvez constater que les huiles essentielles accumulent très peu de métaux. Donc là, c'était vraiment une très très bonne nouvelle. Et en plus, les traces de métaux qu'on retrouve dans ces huiles essentielles étaient à la hauteur de ce qu'on trouve dans un sol non pollué. Et encore mieux, si on compare à ce qu'on trouve dans des huiles essentielles commerciales, donc qui sont disponibles sur le marché, eh bien, la qualité des huiles essentielles issues des sols pollués est pratiquement meilleure. On va dire que c'est la même qualité. Donc là, ça prouve que cette filière a du potentiel. Ensuite, on a également montré que la composition chimique de ces huiles n'est pas impactée, qu'elle était très riche, que les huiles étaient très riches en principes actifs et que ces huiles essentielles présentaient de nombreuses propriétés biologiques qui peuvent être appliquées en protection des cultures, mais aussi en santé humaine. En effet, on a testé des propriétés antifongiques, herbicides, antigerminatives, insecticides, antioxydantes et anti-inflammatoires. Et ces huiles présentent énormément de propriétés qui peuvent être intéressantes dans divers secteurs d'activité. L'autre question à laquelle on voulait absolument répondre, c'était est-ce que notre amendement biologique à base de champignons mycorhiziens avait une plus-value ou pas, apportait un plus. Là, ce que vous voyez là, les photos des arbuscules, des vésicules et des ifs, là, c'est des photos de microscopie optique. Ce sont des structures qui sont spécifiques de nos champignons mycorhiziens. C'est des racines colorées au bleu tripant et c'est comme ça qu'on va détecter au microscope donc les structures, est-ce que les racines sont colonisées ou pas par notre champignon. Elles le sont. Il y a bien les structures spécifiques. Donc la première bonne nouvelle, en tout cas pour nous en tant que chercheurs, c'était que la mycorhization était possible sur des sols pollués. Donc la pollution n'empêche pas l'installation de ces champignons bénéfiques. La deuxième nouvelle, c'était est-ce que l'installation de ces champignons bénéfiques apportait une plus-value en termes de croissance des plantes? Eh bien là, on n'a pas vu d'apport supplémentaire. Il n'y a pas eu en fait d'effet sur les rendements et la quantité de biomasse. On pense tout simplement que, étant donné qu'on est sur des sols agricoles, ces sols sont assez riches, donc les plantes se sont développées au grand maximum et qu'elles n'avaient pas besoin d'une aide supplémentaire qui proviendrait de ces champignons.
L'autre question, c'était bien sûr quelles étaient les capacités phytoremédiatrices de nos plantes aromatiques. Eh bien, comme vous pouvez le voir, j'ai résumé ça. On a montré que la sauge et l'angélique étaient intéressantes parce qu'elles faisaient de la phytostabilisation, c'est-à-dire qu'elles immobilisaient les éléments traces métalliques dans le sol et elles ne transféraient pas les polluants dans la plante, dans les parties aériennes. En revanche, la coriandre, elle, accumule le cadmium dans ses parties aériennes, ce qui est moins bon pour la valorisation de la biomasse et pour la valorisation des résidus de distillation. Alors, l'autre question qui peut être intéressante, comment sont perçues ces huiles essentielles par la population, c'est-à-dire l'acceptabilité sociale des huiles essentielles issues de plantes aromatiques cultivées sur des sols pollués. Si on dit qu'elles ne sont pas polluées, qu'elles ont la même qualité que les huiles essentielles commerciales issues des sols non pollués, est-ce qu'elles sont acceptées ou pas? En fait, on n'a pas eu de refus massif de l'utilisation des huiles essentielles dans les produits non alimentaires. Des réticences néanmoins plus marquées pour leur utilisation dans les produits en contact direct avec le corps ont été notées. Et en plus, il faut le dire, il y a eu une minorité hostile à tout usage de substances issues de sols pollués. Il y a une partie de la population dont le profil est le suivant. Les plus âgés, les moins diplômés que la moyenne de l'échantillon refusent d'utiliser des substances provenant de plantes cultivées sur sol pollué, même si on démontre qu'elles ne le sont pas. Voilà le résultat de l'enquête qui a été faite par notre collègue sociologue. D'un point de vue économique maintenant, eh bien, en fait, on a montré que les coûts de production de nos plantes aromatiques étaient à peu près équivalents aux coûts de production du blé, par exemple, de l'orge ou du colza, et parfois inférieurs. Et quand on rajoute les coûts de distillation, les rendements et les prix de vente des huiles essentielles, on dégage des marges brutes qui sont relativement faibles pour la coriandre, mais satisfaisantes pour la sauge et l'angélique. Si on compare ça, encore une fois, à de la culture de blé. Mais ce qu'il faut savoir, et j'insiste sur ce point-là, c'est-à-dire qu'on ne peut pas considérer faire des bilans économiques classiques sur des sols pollués. Je pense qu'il faut tenir compte, faire des bilans économiques et les consolider avec d'autres aspects non monétisables. Dans ces cas-là, c'est ce qu'on appelle donc des aspects de bénéfices écologiques. Et calculer, évaluer ce qu'on appelle les services écosystémiques. Donc nous, ce qu'on a vu, ce qu'on a essayé de faire, c'est de suivre des indicateurs microbiologiques de fonctionnalité des sols. Et en résumé, ces graphes, ce qu'ils disent, c'est qu'en fait, on voit que quand un sol pollué est végétalisé, eh bien, on observe une augmentation de la biomasse microbienne et du potentiel métabolique des sols, ce qui dénote une meilleure biodiversité et fonctionnalité de ces sols-là. Et ça, c'est hyper important. C'est peut-être pas monétisable, mais il faut l'intégrer dans les bilans dorénavant. Et ça commence à sortir, bien sûr. Donc, en conclusion, je peux dire que cette filière plantes aromatiques, huiles essentielles, présente un potentiel intéressant dans le domaine du phytomanagement en tenant compte de tous les critères dont j'ai cités et notamment pour la sauge et l'angélique. La coriandre, c'est un peu moins intéressant. Et enfin, en conclusion, pour finir, je dirais que le phytomanagement me semble une bonne alternative pour redonner une seconde vie aux sites et sols pollués. Cependant, attention, le sol, ce ne sera pas de le répéter, est une ressource non renouvelable. Donc la meilleure solution, c'est quand même la prévention, prévenir la pollution des sols pour maintenir un sol vivant et protéger la biodiversité parce que des sols sains sont un gage d'un avenir sain. Je vous remercie de votre attention et je reste disponible et attentive si vous avez des questions. Merci. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions ?
Vous m'entendez pas? Est-ce que vous avez des questions? Pardon? Est-ce que c'est industrialisé? Non, pour l'instant, ce n'est pas encore industrialisé. On travaille avec un partenaire privé qui est un producteur d'huile essentielle, mais on n'a pas industrialisé encore. Non, pas pour l'instant. C'est au stade expérimental. Bonjour, merci pour la présentation. C'est quoi le nom du champignon que tu as injecté? Alors, c'est des champignons mycorhiziens à arbuscules et on a utilisé notamment, si vous connaissez les champignons mycorhiziens, Rhizophacus irregularis. C'est un inoculum en fait commercial. Je peux vous donner les coordonnées hors antenne, on va dire. Merci beaucoup, déjà c'était très intéressant. Moi j'étais complètement novice et ça va peut-être une question tout aussi novice, mais est-ce qu'on peut espérer que ces sols dans cette étude de cas soient dépollués un jour et dans ce cas-là, à combien de temps ça risque de prendre? Alors, comme je l'ai bien précisé, la dépollution va prendre énormément d'années. C'est des années, ça se chiffre en années et dans ce cas précis, on ne vise pas forcément la dépollution, mais plutôt la gestion de la pollution, de telle façon à diminuer les risques et à valoriser les sols avec leur pollution. Parce que la phytostabilisation, ce n'est pas une dépollution, ce n'est pas une remédiation, c'est une immobilisation des polluants. Ils restent dans le sol, mais ils deviennent moins dangereux parce que la fraction mobile est beaucoup plus réduite. Et donc le risque de toxicité est réduit. Et c'est vrai que j'ai parlé d'un changement de paradigme il y a très longtemps. En fait, on tenait absolument, l'objectif principal de la phytoremédiation, c'était d'obtenir, on pensait que c'était possible d'obtenir des sols dépollués, sains. Non. Là, je peux pas vous dire, voilà, il faut que je reste honnête. Et donc, je pense qu'il faut absolument qu'on combine la phytoremédiation qui va prendre des années et des années, donc des dizaines d'années, avec la valorisation de la biomasse produite sur les sols pollués. Et surtout, il faut, même si on n'arrive pas à développer une filière de valorisation de la biomasse, je pense que les bénéfices écologiques sont hyper importants à ne pas négliger. Pourquoi? Parce qu'un sol pollué perd généralement ses fonctions écosystémiques. Et en perdant ces fonctions écosystémiques, on perd plus d'argent que ça. Donc il faut redonner à tous ces sols délaissés, pollués, donc leurs fonctions, la biodiversité, ainsi de suite, parce qu'ils jouent un rôle important dans les écosystèmes, c'est-à-dire le stockage de carbone, la transformation de la matière organique. Il faut que ça continue à vivre, tout ça. Donc rien que pour ça, ça vaut le coup, je pense. C'est pour ça qu'on parle de phytomanagement et non plus de phytoremédiation, qui n'est qu'un pan du phytomanagement. Ouais, voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Merci à tous en tout cas pour votre écoute et je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous remercie. Merci, au revoir.